Bonjour, bienvenue dans Olzen le blog, le podcast du blog d'Olzen. C'est notre tout premier épisode aujourd'hui sur le sujet du microbiote, qui est un sujet dont on entend tant parler ces temps-ci. Et notre pratique du bien-être nous amène à absolument évoquer ce sujet-là qui, à notre sens, est un élément crucial, en tout cas, dans notre équilibre. Et pour faire la lumière sur ce sujet, on n'a pas eu mieux que de faire appel à notre spécialiste maison, qui est Laetitia Beverini, qui est naturopathe chez Olzen. Bonjour Laetitia. Salut Alassane. Comment bonjour. tu vas? Ça va super. Écoute, parlons de toi. Oui. Et en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis, je te laisse te présenter au public. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Laetitia Beverini, je suis naturopathe. J'ai fait mes études au Canada, où j'ai vécu pendant 9 ans. Je suis diplômée depuis 5 ans maintenant. Oui, bravo. Merci. Je suis rentrée en France il y a 1 an, donc tout juste. J'ai été formée donc, dans une école à Montréal qui est vraiment son ADN, c'est la nutrithérapie. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Et effectivement, l'aliment est notre premier médicament. Donc, on a beaucoup appuyé sur la biochimie de l'organisme, sur l'anatomie, physiologie. Et voilà ce que apportaient les aliments pour notre santé. Le microbiote est un sujet de prédilection. Donc, y a pas de. Je vais essayer d'éclairer un petit peu, voilà, parce que bon, microbiote, c'est l'ancienne flore intestinale. C'est ça. C'est son petit nom. Alors, ce microbiote dont on parle tant, Laetitia, oui. Comment, avec des termes simples, tu pourrais l'expliquer au grand public qui, l'appellation microbiote, effectivement, tu as dit, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale. Je pense que ce terme parle plus aux gens, mais je te laisse développer dans les termes les plus simples possibles, en tout cas, ce que c'est pour des novices ou des profanes. Oui, donc le microbiote, ça regroupe la flore intestinale, mais pas que. En fait, le microbiote, il se trouve un peu partout dans notre organisme. Il se trouve effectivement principalement dans l'intestin et le côlon, mais aussi sur notre peau, qui est quand même l'organe le plus grand de notre organisme. Ah d'accord, mais ça je ne savais pas. On a une flore dans les poumons, dans les sinus, mais aussi dans notre bouche, évidemment, toutes les bactéries qui sont dans notre bouche, et chez la femme, dans le vagin. On a une flore vaginale, qui est très fragile d'ailleurs, et aussi dans les glandes mammaires, chez la femme. Ah d'accord. Donc en fait, un peu dans tous les tissus humides, il va y avoir une flore. 80% c'est dans l'intestin, on est d'accord. Mais en fait, ça regroupe toute la famille de populations microbiennes. Donc ça peut être les bactéries, les parasites, les virus, les fungus. Alors les fungus, c'est comme les levures, pour faire simple. Et donc en fait, ils vont vivre en parfaite harmonie. En fonction effectivement de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, les émotions qu'on véhicule. Mais normalement, ils vivent en harmonie et ils vont nous soutenir dans notre santé et dans notre bien-être en règle générale. Mais ils vivent, tu vois, tout ce monde-là est différent, mais ils arrivent à vivre en harmonie. Donc, ils constituent une sorte d'écosystème pour notre immunité globale ou Oui, alors ça. Ils participent. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous uniques, on est tous différents les uns des autres. Et ben notre flore, elle est pareille. C'est-à-dire qu'elle est vraiment comme notre carte d'identité, notre ADN. Elle est différente d'une personne à l'autre. D'accord. Donc, elle se développe. Alors, elle se développe de la naissance, à partir du moment où on est, jusqu'à à peu près nos 3 ans. Où là vraiment elle fluctue nos 3 premières années jusqu'à la diversité alimentaire. À partir de là, elle devient plutôt régulière, enfin on va dire qu'elle ne change pas vraiment, elle évolue, c'est-à-dire qu'elle peut s'appauvrir, elle peut se diversifier, mais en règle générale jusqu'à nos 3 ans, après elle devient stable, et jusqu'à la vieillesse. À la vieillesse, elle devient à nouveau fragile. Cette flore, cette homéostasie-là de vie avec ces bactéries, ces parasites et tout ça, vont avoir une fonction effectivement immunitaire, parce que si l'équilibre se maintient, c'est l'objectif de tout l'organisme, en fait, c'est l'équilibre. Donc, ce qui est plus dur à trouver dans notre vie en règle générale, mais notre organisme a besoin de cet équilibre-là, et si l'équilibre persiste,
il va avoir une fonction à la fois digestive, donc qui va nous aider à assimiler les nutriments. Puis ça va aussi nous aider à pouvoir créer aussi la fabrication de plusieurs vitamines et des fonctions métaboliques. Donc là, ça c'est très scientifique, mais qui va aider au bon fonctionnement de l'organisme. Ensuite, il y a la fonction immunitaire qui est vraiment très très importante, car en fait, ce qu'on disait, c'est que l'équilibre de toutes ces bactéries vont former comme une barrière. Mais je veux rebondir sur un élément que tu veux nous parler de cette fonction immunitaire. Pour être plus simple, quels sont les signaux, d'accord, que notre corps peut nous envoyer pour nous dire que notre microbiote, il y a un déséquilibre ou un truc qui ne va pas? Ouais. Pour comprendre pourquoi il y a un déséquilibre, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne pour comprendre qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que dans nos intestins, principalement, il y a 80% de nos cellules immunitaires qui circulent. Et pour ça, il faut qu'il y ait un terrain propice à ce qu'elles restent là. Donc, les bonnes bactéries vont fabriquer comme un mur de briques avec plusieurs bactéries, plusieurs familles de bactéries. Et donc, ça va être un peu un terrain comme un beau jardin où les cellules immunitaires vont pouvoir s'installer, où des cellules nerveuses communiquent incessamment. Il y a des cellules nerveuses, en fait, dans notre intestin qui communiquent incessamment avec le cerveau. D'où l'appellation du deuxième cerveau. Exactement, voire même, je suis parfois tentée de dire le premier parce que l'embryon naît d'abord avec un système digestif avant d'avoir un cerveau. D'accord. Donc je dirais que la mémoire générale de notre histoire, elle commence dans nos intestins avant du cerveau. D'accord. Voilà. Ça, c'est à titre personnel, pour moi, c'est comme mais ça que ça fait sens. Ouais, pour moi, ça fait sens en tout cas. Quand tu parles de l'embryon, d'où est-ce qu'il part, effectivement, enfin, en tout cas, les premiers éléments qui se développent chez l'embryon avant même la formation du cerveau. Exactement. En tout cas, ça fait sens pour moi. Oui, les cellules nerveuses commencent à naître dans l'intestin avant d'avoir un cerveau. Donc voilà, tout ce terrain-là a besoin d'un terrain propice pour pouvoir s'implanter. C'est comme dans un jardin, si tu mets des pesticides partout, les fleurs vont pas pousser. C'est ça. Donc c'est pareil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui rentre dans l'organisme, que ça soit par tous les pores, la respiration, la bouche, mais aussi par la peau, etc., vont influer sur ce microbiote. Donc pour maintenir un équilibre, en fait, il n'y a pas une baguette magique, il y a un équilibre à trouver globalement pour pouvoir maintenir ce terreau propice à ce que toutes ces bactéries potentiellement saines ne deviennent pas pathogènes. D'accord. Et ne créent pas de l'inflammation et donc des symptômes digestifs, donc des douleurs, des spasmes, des gaz, des ballonnements, des troubles de digestion. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir de la dépression, non? Alors justement, on parlait de cellules nerveuses qui communiquent avec le cerveau. Donc oui, si notre flore est un peu déséquilibrée et appauvrie, ça va envoyer des informations au cerveau de mal-être. Comme inversement, quand on ne va pas bien, on influence notre flore bactérienne parce que quand on n'est pas bien, en général, on mange mal, on boit mal, on bouge mal, on dort mal. Donc tout ça va influer sur l'oxygénation de notre organisme et donc l'implantation de bonnes bactéries. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, vu ces fonctions sur lesquelles tu as rebondi pour nous éclairer, en tout cas, je pense que tu as déjà un peu répondu à tout ça dans ma prochaine question, mais quels sont les conseils, en tout cas, que toi, tu pourrais donner à moi, à Monsieur Lambda, en tout cas, pour pouvoir aller mieux à partir de cette microbiote-là qui, de ce que j'entends, en tout cas, serait l'élément central, en tout cas, de notre bien-être. Comme on a vu que c'était quand même un équilibre très fragile, donc tout changement, en fait, dans notre vie va influer sur la colonisation des bactéries. Donc, par exemple, un changement alimentaire, qu'il soit brutal ou progressif, va influer sur telle famille de bactéries va venir ou ne pas venir. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui aiment les légumes verts, par exemple, et puis il y a des bactéries qui vont adorer le sucre
ou des choses appétantes. Donc, si on a potentiellement une majorité de bactéries qui aiment les pommes de terre ou le sucre, elles vont influer sur l'envie de leur manger. Si on n'a pas de colonisation de bactéries qui aiment les légumes verts, ben, on ne va pas avoir envie d'appétence pour les légumes verts. Donc tout ça fait que c'est un changement qu'il faut faire progressif d'introduction alimentaire pour recoloniser le terrain de bactéries. Donc tout changement est un déséquilibre. Les médicaments, si on tombe malade, si on a besoin de prendre des médicaments, certains médicaments et notamment les antibiotiques vont faire un peu l'effet de Karcher sur nos colonisations de bactéries et qui vont tuer les pathogènes, mais qui vont éradiquer aussi énormément de familles qui étaient très bénéfiques pour la flore. Après, la pollution. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais il y a quand même des choses à faire dans notre intérieur, parce que ça, on peut être maîtrisé un tout petit peu nos intérieurs, mais la pollution extérieure, ma foi, on est bien tributaire de la pollution. On subit. On subit.